ma présentation, c'est vraiment, j'espère que ça va donner un aperçu des actions pratiques pour la résilience aux inondations. Les inondations, c'est un sujet qui touche beaucoup au Québec et au Canada en général. Alors, ça fait maintenant, c'est juste 4 mois, je suis en poste chez le Centre Intact, puis je crois qu'il y a pas mal d'opportunités de collaboration et de faire plus pour agir sur le terrain. Alors, c'est ça un peu l'axe de ma présentation aujourd'hui. Si vous avez des questions aussi, on peut les mettre dans le chat peut-être pendant le long de la présentation, puis on peut revenir comme pour répondre aux questions après. Alors, l'agenda, comme je dis, je veux comme introduire le Centre Intact d'adaptation au climat. Je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent ça. Alors, je vais faire comme un aperçu de ça. C'est quoi le centre? C'est les idées de comment nous pouvons contribuer au Québec et explorer les opportunités de collaboration future avec vous. Alors, je vais présenter les actions puis les outils, mais j'aimerais aussi avoir vos pensées à vous de comment on peut faire plus. Pour briser la glace, j'ai préparé une petite présentation de ce Mentimeter. Je ne sais pas si c'est comme une application de live polling. Alors, je vous invite d'aller sur www.menti.com puis entrer le code qui est sur l'écran. Puis comme ça, ça va vous donner accès à la présentation pour répondre aux questions. On commence avec un peu de travail pour tout le monde avant que je commence. Alors, sur l'écran de menti.com, vous allez voir les questions suivantes. Alors, je vous invite de répondre aux questions et soumettre vos réponses. Puis normalement, ça va faire comme ça va mettre les résultats en live. On voit que ça marche au moins, mais il y a déjà les réponses qui sont bien. Alors, je vous invite à être honnête. Je ne vais pas être frustrée ou c'est juste pour voir un peu les connaissances actuelles de l'audience. On a 30 personnes sur l'appel. Alors, je suis intéressée de voir aussi votre niveau de connaissance déjà. Alors, je vois que ça continue à rentrer. Il y a 16 personnes qui sont répondues. Alors, il y a comme la moitié des gens qui ne sont pas répondus encore. J'entends encore quelques minutes. Peut-être les gens, ils ont allé chercher un café. 17. Mais je crois qu'on voit la tendance, puis c'est un peu ça que j'ai attendu, que c'est le plus de gens pas loin, ils ne connaissent pas du tout le Centre Intact. Alors, c'est un peu ça pour la raison pour la présentation. C'est bien, c'est pas bien et c'est bien. Alors, j'espère qu'on va éclaircir un peu c'est quoi le Centre Intact et c'est quoi notre travail. La deuxième question, pour donner, parce que je ne sais pas le niveau d'information que vous voyez par Zoom, mais moi, je trouve que c'est toujours intéressant de savoir qui est sur la ligne. Alors, si vous pouvez répondre, vous travaillez pour quelle organisation ou quel type d'organisation, c'est toujours bien de savoir la diversité des expériences qu'on a dans notre audience. Donc, je vois que les gens répondent. On va quelques minutes. Donc déjà, on voit que, bien sûr, il y a les universités qui sont bien présentes, mais aussi pas mal de gens de MSP. Donc, ça, c'est bien. Le MELCC aussi. Architectes sans frontières. On a même les gens de France. Bienvenue. J'espère que vous n'êtes pas touchés par les événements récents. Il y a aussi les consultants, puis les gens de conseil et Jimmy, bienvenue. Alors, on a une diversité de gens, alors ça c'est vraiment bien. Ça me donne un peu l'idée à qui je parle. Alors, merci pour ça. Bon, on va continuer avec l'autre présentation maintenant. Je switch les écrans.
Alors, un peu d'introduction sur le centre Intact pour commencer. C'est un centre de recherche appliqué, très appliqué, je vais dire, sur l'adaptation au changement climatique. On est basé à l'Université de Waterloo, mais le travail est vraiment pan-canadien. Je sais que peut-être on a une image d'être en ontarien, mais on travaille de Nouvelle-Écosse jusqu'à Colombie-Britannique aussi. Puis un trou était un peu le Québec parce qu'il y avait personne sur l'équipe qui parlait français. La raison pourquoi j'étais embauchée en juin. Alors, on a vraiment un intérêt pour que notre travail et qu'on travaille en collaboration avec les gens au Québec parce que c'est le deuxième province, plus grosse population par personne. Alors, c'est vraiment une priorité pour le centre Intact. Le centre a été lancé en 2015 par un cadeau de Intact Financial Corporation, mais on ne répond pas à Intact, ils ne sont pas dans notre ligne de gestion, ils donnent les fonds, mais on garde notre indépendance de centre de recherche, puis nous, on travaille chez l'Université de Waterloo. Des fois, les gens, ils confondent un peu comme Intact est dans notre nom, mais ce n'est pas la même organisation. Je voulais juste faire la différence. Le centre a deux objectifs principaux. Une, c'est de vraiment faire en sorte que l'adaptation au changement climatique prenne de la place dans le débat national sur les changements climatiques. Surtout dans le secteur financier, on voit que l'atténuation des gaz à effet de serre a pris beaucoup de place et c'est très important. Mais on ne doit pas perdre de vue le besoin d'adaptation aussi. Alors, on trouve que les entreprises ont fait plus de progrès sur l'atténuation des gaz à effet de serre que sur l'adaptation. Alors, c'est un de nos rôles, c'est de vraiment mettre en avant le besoin d'adaptation et d'accélérer l'adaptation. Et pour ça, on aide les propriétaires, les résidents, les collectivités et les entreprises à réduire les risques associés au changement climatique et aux événements extrêmes. Alors, on ne fait pas juste la recherche, mais on applique la recherche, puis on travaille avec les partenaires pour que les actions soient appliquées sur le terrain. Puis c'est là qu'on mesure notre performance. En fait, c'est est-ce qu'on a réduit le problème. Ce que je trouve qu'on a comme des points forts, c'est vraiment des liens avec le secteur d'affaires et surtout le secteur financier qui, dans un temps de COVID où les fonds sont moins disponibles, peut-être, mais c'est vraiment important d'avoir comme un leadership aussi au niveau du secteur financier. Alors, ça, c'est un des points forts qu'on apporte. On a vraiment les liens forts au niveau gouvernement fédéral. Blair, qui est le chef de le centre Intact, siège chez l'Institut canadien pour les choix climatiques et il est chair de la comité sur l'adaptation. Il a aussi été chair de le chapitre qui est dans le cadre pan-canadien sur la croissance propre et les changements climatiques. C'était Blair qui était chair de le comité sur l'adaptation aussi. Puis on est très présent dans les médias anglophones. On veut une connaissance plus de le grand public aussi, de le besoin d'adaptation aussi. Alors, on fait pas mal d'efforts dans les médias. On est moins dans les médias francophones pour l'instant, mais on travaille là-dessus. C'est un peu mon rôle aussi. Ce qui est les ressources que je vais expliquer en plus de détails, mais en sommaire, on a les outils bilingues, puis ils sont disponibles gratuitement en ligne. On a vraiment une philosophie que tout notre travail est disponible, puis on est content de partager ça, puis on veut développer plus ça et que c'est utilisé par le plus de monde possible. Alors, si vous avez des idées de collaboration ou vous voulez modifier nos matériaux, mais on serait content de vous entendre. On a aussi des ressources pour les audiences diverses. Alors, il y a des rapports plus techniques, mais aussi des trousses d'informations pour le grand public, par exemple. Il y a des trousses de communication des médias sociaux. Il y a toutes sortes de types de communication sur l'adaptation au changement climatique. Alors, ce n'est pas juste les rapports.
on voit suivant les rapports, mais c'est pas juste ça. On a vraiment des matériels qu'on a développés pour rendre le contenu plus accessible à différentes audiences. Puis on met pas mal d'emphase sur la formation et l'engagement communautaire. Par exemple, on travaille pas mal beaucoup avec la Croix-Rouge. En ce moment, on développe un projet de communication pour Fort McMurray avec la Croix-Rouge sur le feu de forêt et les inondations. Alors, on n'est pas juste une organisation financière, on est vraiment une organisation aussi communautaire. Ça, c'est une autre image qu'on a peut-être avec le nom Intact, mais on est vraiment sur le terrain aussi. On a 5 dossiers clés, puis j'aime présenter ça en 2 types de dossiers. Il y a les 3 risques clés qu'on traite pour l'instant, c'est les inondations, le feu de forêt et les chaleurs extrêmes. Pas loin des inondations, c'est là où le Sonntag a monté, puis c'est là que le plus, on a développé le plus les actions, les standards, les lignes directrices. Et aussi 2 approches à l'adaptation qu'on trouve sont sous-utilisées au Canada, puis qu'on essaie de promouvoir puis accélérer, c'est les infrastructures naturelles. Puis ceux qui me connaissent, ils savent que c'est une de mes passions, c'est le rivière. Puis c'est les processus naturels, comment on travaille avec les processus naturels pour améliorer des risques, mais aussi apporter les coûts-bénéfices. Et l'autre, c'est le secteur financier. On essaie de un peu travailler dans les 2 sens pour que le secteur financier agisse pour encourager l'adaptation au changement climatique et surtout la réduction des risques. Alors, c'est nos 5 dossiers clés. Aujourd'hui, je vais parler sur toutes les inondations, comme c'est le risque. Puis mais je vais aussi parler des infrastructures naturelles et le secteur financier, puis comment ça connecte aux inondations. Alors, j'ai dit qu'on a commencé avec les inondations, puis une des raisons, c'est parce que c'est le risque plus coûteux, le plus problématique au Canada. On voit les coûts des sinistres catastrophiques assurés qui montent. Alors, c'est vraiment un enjeu économique, pas juste environnemental. Puis, on voit qu'il y a beaucoup, il y a comme un potentiel d'avoir beaucoup plus de ça dans le futur. Et on voit le graphique, ça donne les milliards de dollars. Mais l'augmentation dans ça inclut les différents types de catastrophes, mais les inondations, c'est la principale raison pour l'augmentation. Puis, les pertes subies par les gouvernements, les propriétaires sont estimées à 3 à 4 fois les coûts qui sont représentés dans le graphique. On voit comme ça va jusqu'à 5,5 milliards de dollars. On imagine que ça coûte 3 à 4 fois à ça. Puis je sais que Swiss Re, ils ont estimé à 146 les dommages globaux. Alors, c'est vraiment assez frappant qu'on doit faire quelque chose pour réduire ces risques économiques aussi. Et ça, c'est les coûts économiques, mais aussi, on voit de plus en plus, on essaie de quantifier des coûts qui ne sont pas nécessairement économiques seulement. Alors, on a comme le triple bottom line avec les coûts sociaux, environnementaux et économiques aussi. Alors, les coûts directs, c'est comme j'ai déjà présenté, mais il y a aussi les coûts de maintenance avec les inondations, les pluies intenses surtout, et les inondations urbaines et les inondations côtières. On voit que les coûts de maintenance vont augmenter aussi, mais aussi les coûts indirects, comme par exemple les pertes d'heures de travail. À Calgary, c'est estimé qu'un demi-milliard de dollars a été perdu en perte de travail. On voit que les gens ils travaillent pas mal à la maison en période de COVID, mais pendant les inondations, c'est pas aussi évident des fois. Puis, c'est pas exactement le même type de risque. Mais alors, il y a les coûts indirects.
On voit aussi que les primes d'assurance augmentent, c'est estimé qu'entre 20 et 25% d'augmentation en 5 ans et que 15% est attribuable aux inondations. Alors, on voit que les coûts indirects des inondations, les gens doivent payer plus cher pour s'assurer. Puis, plus économiquement aussi, et la confiance des investisseurs. Alors, de plus en plus, on voit que des investisseurs se questionnent sur comment ils vont gérer les risques climatiques et comment les émetteurs gèrent le risque climatique et ça influence les décisions d'investissement. Alors, ça, c'est un autre enjeu économique. En plus que ça, il y a les coûts sociaux. Alors, les inondations, c'est vraiment un coût majeur pour la santé et la sécurité. Il y a aussi la santé physique, mais de plus en plus, on voit l'impact des inondations sur la santé mentale et d'autres risques climatiques aussi, comme les extrêmes chaleur. Alors, ça, c'est un coût qui n'est pas nécessairement monétaire, mais qui est vraiment un enjeu majeur. Et aussi les coûts environnementaux. Il y a une perturbation des inondations qui sont naturelles, parce que les inondations, on s'entend que c'est un processus naturel, mais c'est perturbé par les changements climatiques. On voit que les patterns changent, puis l'hydrogramme change. Alors, on va voir aussi les impacts sur les habitats et les espèces qui sont dus à les activités humaines par les changements climatiques. C'est aussi un autre type de coût. Les inondations changent. Je trouve toujours que c'est très compliqué de parler des inondations sans faire des généralisations qui ne sont pas supportées par les données. Alors, j'aime beaucoup le graphique que j'ai pigé de Renus avec les saisons, puis les types d'inondations, puis on voit que c'est vraiment pas du tout les scénarios, il y a comme une hausse dans les inondations pour la plupart des scénarios, mais on a beaucoup de questions. Alors, je vois que personnellement, je fais très attention avec ce que je dis parce qu'on ne veut pas nier l'incertitude. Mais le rapport sur le climat changeant du Canada, il mentionne vraiment que la pluie intense et les inondations urbaines vont augmenter dans le futur. Puis les inondations côtières ont partie du niveau de la mer. Alors, il y a vraiment les inondations urbaines, c'est vraiment une des problèmes majeurs qu'on va voir dans le futur. Et au Québec, pour gérer ça, ben, j'imagine que tout le monde a vu le programme de résilience et d'adaptation face aux inondations. Alors, ça vise 4 volets clés pour contrer les inondations, puis le plus de fonds dirigés vers le volet 3 qui sont les aménagements résilients. Alors, c'est vraiment de ça que je veux parler aujourd'hui, mais je veux aussi comme un peu, il y a comme différentes catégories d'aménagement résilient, ça englobe beaucoup. Alors, il y a un travail à différentes échelles. Alors, il y a les aménagements résilients au niveau de la maison, je vais pas mal parler de ça aujourd'hui, mais aussi et où je trouve qu'on a moins d'expérience puis moins de confiance ou moins d'expérience pratique, c'est au niveau de bassin, comment utiliser ou de modifier les bassins versants pour alléger notre impact sur les processus naturels, par exemple d'atténuer les débits en amont pour protéger les zones urbaines en aval. On ne travaille pas au bassin versant en ce moment pour ça. Et aussi, la réduction des risques, on peut ou traiter l'exposition, alors modifier ou l'allière lui-même, comme quand on a les inondations, est-ce qu'on peut comme recréer les milieux humides pour que l'eau est plus stockée où il ne fait pas de dégâts,
Il y a une influence sur l'exposition, mais aussi l'influence sur la sensibilité. Alors, ce qui est vulnérable, plus comme c'est plus ça que je vais parler aujourd'hui, c'est d'augmenter la résilience. Mais il y a deux types de réduction de risque qu'on peut viser. Puis, il y a différents types d'actions par différents éléments de notre société. Alors, aujourd'hui, je vais parler plus des actions des résidents lui-même, les professionnels et le rôle surtout à aviser les résidents, les collectivités, le secteur des immobilier commercial et le secteur financier. Alors, je vais parler des différents éléments de la société. Juste pour donner un aperçu des lignes directrices de la résilience aux inondations, ce que le Centre Intact a produit, ça va vraiment de citoyenne puis les impacts sur la santé mentale aux bâtiments, alors les résidences et les immeubles commerciaux. Alors ça, c'est plus d'augmenter la résilience des infrastructures construites. Et puis, pour les collectivités, on a les lignes directrices pour les zones résidentielles existantes, alors où on s'est déjà développé, et pour les nouvelles zones résidentielles. Alors, pour un développement qui est visé sur un terrain vert, quand on a le soin de concevoir une autre zone résidentielle. Alors, ça, c'est des niveaux de ligne directrice, puis je vais présenter une par une un peu. Puis je voulais juste mentionner que les lignes directrices qu'on a développées ont été utilisées pour développer les normes canadiennes qui sont disponibles en français aussi sur contrer les inondations des sous-sols et sur la conception résiliente aux inondations pour le nouveau secteur de développement résidentiel. Alors, c'est vraiment pas un projet ontarien, c'est les normes pan-canadiennes, puis l'idée, c'est qu'ils sont là pour être utilisés pour être sûr qu'on mette en pratique les meilleures façons. Puis, ces directrices, ils sont beaucoup visées dans le milieu urbain et les municipalités. Alors, ce n'est pas encore comme regarder comment on peut utiliser les terres agricoles ou d'intégrer d'autres actions, mais ils sont vraiment pratiques, puis il y a beaucoup d'expertise qui a été mis là-dedans et l'effort. Donc, je vous encourage d'aller voir. Alors, je vais prendre des types d'actions un par un pour expliquer un peu plus ce que c'est. Pour les résidents, alors là, on a un programme de protection des habitations contre les inondations qui est axé pour les résidents eux-mêmes. C'est basé, les livrables semblent assez simples, puis c'est conçu comme ça, mais il y a beaucoup de recherches de presque 50 de recherches, 510 évaluations de mesures de protection dans différentes villes, Saskatoon, Burlington, Toronto, Clarington, et il y a un groupe d'inspecteurs de bâtiments qui sont formés de réviser le niveau de protection des habitations contre les inondations. On a aussi travaillé en Colombie-Britannique, Alberta, et développé pas mal de ressources communautaires qui incluent une application de téléphone intelligent pour que les propriétaires et locataires peuvent regarder leurs propres risques. Alors, on essaie d'être assez visuel avec les outils pour expliquer comment l'eau peut rentrer dans une maison et dans un sous-sol, et comment les propriétaires peuvent contrer ces chemins pour réduire l'infiltration de l'eau. Alors, c'est pas pour comme éviter quand il y a une grosse catastrophe, quand l'eau rentre au premier plancher, là, mais ça peut aider à réduire les inondations de sous-sol. Une chose qu'on a eu pas mal de succès, c'est un brochure avec 3 étapes. Alors, on voit les actions organisées par priorité et coût
qui sont pratiques et rentables. Alors, on sait que peut-être les gens n'ont pas beaucoup d'argent, mais où il y a plusieurs actions qu'on peut prendre qui sont gratuites, qui impliquent une maintenance saisonnière, par exemple, où on peut commencer avec ça, et après, à l'étape 2 et 3, c'est un peu plus coûteux ou plus complexe, mais au moins, on peut commencer à prendre l'action. Puis, cette fiche, on a l'idée que ça peut être envoyé avec les impôts municipaux qui étaient faits par la ville d'Antigonish en Nouvelle-Écosse. Alors, c'est vraiment un outil qui peut être facilement utilisé pour donner des informations aux citoyens. Et ce qui va avec ça, c'est notre application en ligne que j'ai déjà mentionnée qui est basée sur les mêmes actions, mais c'est comme une forme d'auto-évaluation que les gens peuvent faire autour de la maison en 10 minutes. Puis, ils ont un rapport sur les actions qu'ils ont déjà prises, puis les actions qu'ils peuvent prendre dans le futur. Puis, j'ai fait une petite carte vite fait là, avec les données, parce qu'on a les données qui coulent de ça, de qui a utilisé l'application et où ils sont basés. Mais on voit sur la carte, c'est en rouge l'application anglophone, puis en bleu, c'est l'application francophone. Puis on voit que les applications sont utilisées à travers le Canada. L'application anglophone est beaucoup plus utilisée que l'application francophone et que même les gens dans l'Ouest utilisent l'application en français. Alors ça c'était intéressant. Mais on veut que plus de gens utilisent l'application, puis on fait des suivis avec les gens qui donnent le accord pour voir. Après, ils ont fait une revue de leur protection. Est-ce qu'ils ont pris l'action? Parce que c'est ça qui est le plus important, c'est qu'on convertit des informations en action. Alors, ça, c'est l'application. Mais alors, je vous invite, mais je vais fournir la présentation après, puis les liens vers toutes les ressources en français là-dedans. Alors, ça nous amène à action par les professionnels. Alors, on a aussi, basé sur les actions pour les résidents, on a découvert aussi que les gens prennent les avis de le courtier d'assurance, le courtier d'hypothèque et l'inspecteur de bâtiment. Alors, ce qu'on a fait, c'est de développer des cours et des formations qui forment ces gens-là. L'idée, c'est de train the trainer, avec le Croix-Rouge aussi, pour que les gens soient capables de donner eux-mêmes les avis aux résidents, pour qu'il y ait plus de gens qui sont disponibles pour donner les avis. On a fait ça aussi pour les municipalités et les provinces. Mon travail, c'est un projet BRACE avec Prince Edward Island, un peu avec la même résilience aux inondations. Un peu plus détaillé, on a développé un cours de 14 semaines pour les évaluations détaillées des maisons à le niveau de protection par les inspecteurs de bâtiments qui sont vraiment formés là-dedans. Puis l'idée, c'est que ça crée aussi des emplois pour les gens qui peuvent aider les gens directement pour améliorer le niveau de résilience aux inondations. J'ai ajouté aussi un petit cours de Green Learning pour les écoles. C'est comme une cherche à trésor là, pour la protection des maisons contre les inondations. Donc, je trouve que c'est assez le fun aussi. OK. Je continue avec les bâtiments sur le même axe, c'est les immeubles commerciaux. Alors là, on a vraiment travaillé avec l'industrie, avec Boomer Canada et RealPAC pour développer un guide de 20 mesures préventatives pour augmenter la résilience des immeubles commerciaux. C'est vraiment quelque chose développé avec des expertises, plus de 50% ont contribué. Puis c'est axé sur pas juste sur les infrastructures, mais sur les plans et procédures
équipements et matériels et les réaménagements majeurs. Alors, il n'y a pas juste les infrastructures, mais comment on gère, par exemple, les listes des choses ou des actifs qu'on a dans le bâtiment. Si tu veux répondre à l'assureur, il faut que tu aies une liste de ce que vous avez dans le bâtiment. Alors, c'est aussi les plans de procédure aussi. Et aussi, on regarde les lignes de caractère pendant une inondation et immédiatement après une inondation. Et surtout pour les immeubles commerciaux, puis on voit avec le COVID aussi, les ascenseurs, c'est un enjeu clé pour la gestion du bâtiment. Puis on a une section qui traite spécifiquement les ascenseurs parce que si on a une panne de courant, par exemple, où les ascenseurs ne marchent pas, ça peut être vraiment un enjeu. Puis on a vu que les gens, ils étaient comme, je sais qu'en Ontario, les gens ils étaient comme bloqués dans l'ascenseur, puis alors c'est vraiment un enjeu spécifique. Pour les collectivités, on a les actions pour les communautés existantes. Le guide suggère une hiérarchisation des travaux de résilience selon comme le contexte de la communauté, alors la période d'aménagement, les antécédents d'inondation et les systèmes de provision, mais aussi selon la source des inondations. Alors, souvent, on parle directement des inondations riveraines ou fluviales. Puis on a mis beaucoup d'attention sur les inondations fluviales, mais aussi les inondations pluviales. Alors, les inondations de surface, le refoulement des égouts pluviales sanitaires et les défaillances des systèmes de drainage. Alors, ça contribuait aux inondations urbaines. Puis, c'est vraiment là qu'on va voir les impacts des changements climatiques, c'est les inondations urbaines aussi. Alors, ça fait sorte qu'on voit le portrait d'inondation plus global, pas juste ce qui vient des rivières. Et le guide suggère aussi des aménagements urbains pour réduire les risques. Alors, c'est vraiment les actions dans le milieu urbain. Encore avec plus de 40 spécialistes ont contribué à la guide. Pour les nouveaux zones résidentielles, on a 20 pratiques exemplaires qui sont divisées par catégorie. Alors, ça inclut la conception pour la résilience qui vise, comme la première question, est-ce que c'est dans une zone inondable? Alors, mais on n'est pas là d'éviter le développement des zones inondables. C'est la première question dans la catégorie 1. Mais on voit aussi la conception des égouts pluviales, sanitaires, des rues, l'extension de pompage des eaux usagées. Alors, il y a vraiment comme une expertise dans la gestion des eaux pluviales en situation urbaine. Mais aussi la préservation des éléments naturels. Et ça, on voit de plus en plus la volonté d'inclure les actifs naturels dans la gestion des eaux pluviales. Alors, ça, c'est un domaine qu'on voit en croissance en ce moment, surtout où les gens ont besoin d'accès aux natures, puis les co-bénéfices sont beaucoup plus reconnus. Alors, ça, c'est vraiment depuis, cette guide était en 2018, depuis les 2 ans, c'est vraiment pris plus d'ampleur. Alors, la protection, réhabilitation et gestion des infrastructures naturelles, on a un rapport spécifiquement à ça, d'essayer d'apporter l'argument économique aussi, les valeurs des services donnés par les actifs naturels. Alors, on regarde un système de Total Economic Net Valuation, ou je crois qu'en français, c'est valeur. J'oublie l'acronyme en français, mais c'est comme de comptabiliser en chiffres tous les services apportés par les infrastructures naturelles. Alors, on voit de l'exemple, c'est un stationnement de le métro de Metrolinx, puis on voit que le design vert ou la conception vert n'est pas beaucoup plus cher que la conception de référence, mais que les valeurs ajoutées en utilisant une conception des infrastructures naturelles est vraiment, vraiment beaucoup plus signifiant. Alors,
tous ces avantages des infrastructures naturelles ne sont pas nécessairement captés en chiffres. Alors, l'argument, c'est qu'on doit le faire pour planifier nos interventions. Puis, à ce moment, mais les messages clés de le rapport que j'ai déjà mentionné, c'est de conserver ce que vous avez. Alors, même juste protéger les infrastructures qu'on a, c'est important. Restaurer ce que vous avez perdu. Alors, on a perdu beaucoup. Alors, la restauration ou la réhabilitation au moins des fonctionnements naturels au milieu urbain, c'est important. Et de construire ce dont vous avez besoin. Alors, c'est vraiment une hiérarchisation d'action. Mais aussi, on doit comprendre ce qu'on a. Alors, on travaille à ce moment avec MNAI, c'est le Municipal Natural Assets Initiative, qui sont lancés récemment. On appelle aux entrées des municipalités en français. Puis, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'entrer les actifs naturels dans la gestion des actifs municipaux. Pour qu'on voit les actifs naturels et qu'on les gère comme les vrais actifs. Donc, ça, c'est une roue qui décrit un peu le processus d'évaluer ce qu'on a, de planifier comment on va les faire, mettons, dans le système de gestion des actifs et le mettre en œuvre. Puis, c'est un système qui a été mis en place dans plusieurs études de cœur fondées par le FCM, puis qu'on voit développer plus au Québec. Finalement, les actions par le secteur financier, j'ai parlé avant comme plus de pression de prendre en compte les changements climatiques et de réduire les risques. Alors, les investisseurs institutionnels sont insatisfaits de la situation actuelle, de l'information qu'ils ont sur les changements climatiques au Canada, puis le fait que les gens ne divulguent pas les risques, ils ne savent pas si c'est parce qu'ils ne savent pas ou s'il n'y a pas de risque. Alors, à ce moment, ce n'est vraiment pas une situation idéale. Alors, ce que le Centre Intact essaie de faire, c'est de mettre un format simple d'information par secteur pour que les investisseurs peuvent poser les questions aux émetteurs pour qu'ils puissent évaluer comment ils gèrent le risque. Alors, c'est vraiment comme une façon pratique de faire de divulgation de TCFD, si vous avez entendu parler de ça, mais c'est comme une façon pratique de le mettre en œuvre pour les risques physiques. Puis, on a fait deux exemples pour le secteur immobilier commercial, puis la transmission et distribution d'électricité. Et l'idée, c'est que c'est des outils que les secteurs financiers peuvent utiliser sans avoir nécessairement beaucoup de techniques derrière ça, mais c'est comme un format digérable. Alors, ce que le concept clé, c'est les risques, les matrices de risques climatiques sectoriels qui illustrent les risques climatiques clés qui sont établis avec les experts en matière, les mesures d'atténuation qui sont disponibles et les questions à poser quand ils pensent à investir dans une entreprise. Puis l'idée, c'est que ça identifie les risques clés, comme les 2-3 risques clés, pour donner un aperçu de comment ces risques sont gérés. Alors, ça, c'est comme un aperçu. J'ai quelques minutes. Alors, à venir, alors, le mois prochain, on va voir la publication sur le même parapluie. Je pense que c'est Under One Umbrella en anglais. J'imagine que c'est comme ça qu'on va traduire, mais on va voir. C'est un guide intégré de tous les lignes directrices que je viens de décrire, mais dans un format plus digérable, avec des cas d'études pour illustrer comment ils ont été appliqués au Canada.
Puis, on travaille aussi sur la résilience côtière, alors les problématiques d'inondation et d'érosion côtière. Alors, ça s'en vient. Puis, il y a 2 études de cas au Québec. Alors, on entend pas mal d'implications des gens au Québec aussi. Je peux juste mentionner qu'on travaille sur d'autres dossiers clés. Une, c'est le feu de forêt. Alors, on travaille avec FireSmart pour un peu de la même façon qu'on travaille sur les inondations, les actions individuelles et collectives. Et on commence à travailler sur les chaleurs extrêmes. Alors, si vous avez des projets ou des idées là-dessus, on n'est pas vraiment fixé exactement notre aire de focus sur le chaleur extrême. Alors, j'aimerais vous parler de ça aussi. Comment nous pouvons contribuer au Québec? Je crois qu'on a pas mal d'actions pratiques pour augmenter la résilience basées sur la recherche déjà complétée, surtout pour les inondations, mais bientôt pour le feu de forêt et à venir pour le chaleur extrême. Engagement et formation des professionnels québécois, soutien à l'engagement green public et utilisation des infrastructures naturelles. C'est vraiment quelque chose que moi, je suis passionnée là-dessus. Ça, c'est une focus aussi. Et les co-bénéfices sont de plus en plus importants. Et l'engagement du secteur financier au Québec. On travaille pas mal avec Finance Montréal déjà. Alors, ça et de trouver des solutions de financement pour les infrastructures naturelles pour réduire les risques climatiques aussi. C'est notre volet avec le secteur financier. Donc, ça, c'est mes idées et une présentation. Je serais vraiment intéressée d'utiliser les prochaines 15 minutes de répondre aux questions. Désolée, je n'ai pas eu la chance de voir si on a des questions, mais ce serait vraiment besoin d'entendre vos idées. Merci beaucoup, Joanna, pour cette très belle présentation. En fait, nous passons maintenant, comme Joanna a dit, à la période des questions et d'échanges. Je vois qu'il y a déjà une question posée par M. Rodriguez de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec. Donc, il vous demande si le Centre Intact est satisfait des mesures proposées par le projet de loi 67 à l'égard de la gestion des risques liés aux inondations. Je dois dire que le Centre Intact, je suis la seule francophone, alors je peux pas nécessairement parler pour le Centre Intact parce qu'ils n'ont pas lu nécessairement la loi. Mais je crois que, mais je peux pas, puis moi-même, je ne peux pas comme exactement au fait de tous les détails légaux. Je crois que c'est assez récent. Alors, je crois que ce que nous, on essaie de faire, c'est vraiment de travailler aux différentes échelles, alors à la maison, mais aussi jusqu'à le bassin versant. Puis, Orlando, je peux te revenir là-dessus quand je regardais le voir en plus de détails avec mon équipe. C'est dans ce plate-là. Est-ce qu'on a d'autres questions, Joanna? Vous pouvez poser par audio ou par chat. Je vois qu'il y a Vincent qui me confirme c'est la valeur actualisée nette. Merci. J'avais Van dans la tête, là. Alors, merci pour ça. Est-ce qu'on a des questions pour Joanna? Vous pouvez aussi unmute le microphone et poser la question directement. Peut-être je peux arrêter le partage d'écran, puis on peut aussi mettre les caméras des gens, parce qu'à ce moment, on voit beaucoup de noirs, hein, puis c'est comme si on était seuls. Peut-être, moi, je peux poser une question aux gens sur l'appel. Est-ce que vous avez utilisé des guides du Centre Intact ou c'est quoi vous pensez? Est-ce que vous avez des commentaires? Ça serait intéressant pour moi d'entendre ça aussi. Ben moi, je pourrais prendre la parole un peu. Je vais allumer. Merci.
Non, vous ne me voyez pas encore. Bonjour. Parfait. Donc, je suis Hélène Levasseur, je suis chez Architecture sans frontières. En fait, oui, moi, j'ai utilisé beaucoup au départ, en fait, nous, on travaille sur l'adaptation des bâtiments aux inondations aussi. Puis, au début de nos travaux, on a beaucoup regardé ce que vous avez fait. Donc, je connais bien la documentation que vous avez mentionnée aujourd'hui. Par contre, il y a toujours, c'est pour ça, nous, qu'on travaille là-dessus, il y a toujours un gap un peu dans la littérature, les documents. Donc, on a vraiment les façons de mieux se prémunir quand on est un résident, donc tout ce qui est entretien, des drains, des gouttières et tout cela. Puis après ça, il y a quelque chose plus au niveau de la communauté, donc comment on gère les rues, les égouts, tout ça. Par contre, au niveau du bâtiment comme tel, il n'y en a pas ou peu d'informations qui vont parler de justement comment concevoir le bâtiment, comment concevoir son enveloppe, comment concevoir sa fondation. Est-ce que parfois, si on laisse passer l'eau à certains endroits, le bâtiment pourrait mieux résister? Donc, vraiment, au niveau de la conception même du bâtiment, j'ai l'impression qu'il y a comme un manque qu'on fait dans la littérature. C'est quelque chose aussi que j'avais remarqué dans la documentation. Puis, je voulais voir si c'est quelque chose que vous aviez vous-même identifié dans ce qui avait été fait par les autres organismes. Donc, je voulais vous entendre à ce sujet. Désolée, ça a coupé vers la question. Je n'ai pas compris exactement la question. En fait, je voulais voir avec vous si vous étiez conscient de ce manque-là, dans le fond, un peu entre les actions super simples qu'on peut faire à la maison, donc ce qui est entretenir les drains et les gouttières et tout ça. Et après ça, on parle beaucoup de qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la communauté, donc comment concevoir les rues, comment concevoir les bassins de rétention. Par contre, au niveau de la conception même du bâtiment, on parle peu de comment concevoir les fondations, de comment isoler le bâtiment, de comment, quelle est la forme même du bâtiment. Est-ce que simplement de penser le rez-de-chaussée un petit peu plus élevé avec il y en a plein de solutions. Par contre, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas vu dans votre documentation. En fait, que je n'ai pas vu pratiquement dans aucune documentation. Non, puis j'avoue que nous, on ne touche pas nécessairement à ça à ce moment parce que nous, on n'est pas des experts en architecture. Puis on n'a pas encore travaillé avec les spécialistes en architecture. C'est pour ça que je trouve votre travail très intéressant. Puis je sais que, par exemple, j'ai travaillé pour une compagnie anglo-néerlandais quand j'étais en Angleterre. Puis je sais qu'ils sont beaucoup plus avancés sur la conception des bâtiments comme plus flood-proof ou qu'ils ont comme l'eau qui coule comme entre le bâtiment dans le temps d'inondation, mais qui alors, est comme aménagé pour avoir de l'eau autour. Alors, je sais qu'on n'est pas vraiment là-dessus au Canada ou au Québec à ce moment, mais qu'en Europe, il y a peut-être des pensées. Puis, je salue votre implication là-dedans, puis je serais contente de travailler plus avec vous. C'est ça que nous, on cherche des gens aussi pour nous aider dans ce dossier-là. Puis en fait, c'est ça, je voulais voir si, à tout hasard, nous, de notre côté, on était passé à côté des documentations utiles, de la littérature. Donc, voilà, merci. Ça valide votre projet, définitivement. Joanna, je vois qu'il y a aussi une question de Vincent Germano, donc en fait qui participe activement à notre série de webinaires. Donc je vous remercie, Vincent. Donc il demande, existe-t-il des aides financières pour les particuliers pour mettre en place des mesures de réduction des vulnérabilités? Oui, c'est une question intéressante. Puis, mais dans quelques municipalités, il y a les subventions pour les matériels comme les pompes de puisard ou les différentes mesures d'action.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit sur le côté des assureurs que quand ils considèrent l'assurance contre les inondations, il y a peut-être une rebais de comme 10 et 15% pour les gens qui sont pris d'action de réduire la vulnérabilité eux-mêmes. Alors, il y a peut-être des subventions, ça varie par province et par municipalité. Avec le guide pour les résidents, on essaie de garder une veille sur les rabais disponibles pour que les gens aient cette information avec l'application, par exemple. Alors, on a comme une idée de plusieurs municipalités qui offrent les subventions. Mais aussi, le côté assurance, c'est plus les coûts évités sur votre prime d'assurance aussi qui peut donner une incentivisation.